Social Club. Frédéric Tadei. Bruno Fulini, vous êtes historien et vous publiez Les gastronomes de l'extrême aux éditions du Trésor. Vous commencez d'ailleurs par faire remarquer que chaque époque a ses tabous et que la nôtre a la pudibonderie animalière. C'est un sujet qui a d'ailleurs été souvent traité dans cette émission. C'est vrai qu'on a de plus en plus tendance à considérer que les animaux sont des hommes comme les autres, hein. Oui, il y a une sensibilité, une hypersensibilité, en particulier du monde urbain, pour les animaux. Et puis bon, il y a des problèmes de biodiversité qu'il ne s'agit pas de nier. Et du coup, si, comme le faisait très innocemment Alexandre Dumas, je vous proposais là ce soir, en sortant de ce studio, d'aller dîner d'un bon foie de dauphin, je pense que vous me regarderiez de travers et vous auriez d'un certain point de vue raison. C'est-à-dire que, en me plongeant dans des vieux textes, des textes du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, j'ai été frappé de voir à quel point on n'avait pas du tout la même sensibilité par rapport aux animaux et de façon générale la même appréhension de la nature. On considère la nature comme quelque chose d'inépuisable dans lequel on va se jeter à corps perdu. Alors c'est l'aventure, c'est le voyage, mais c'est aussi l'alimentation. Et à partir de là, plus vous êtes transplanté loin, plus l'alimentation va être étrange, bizarre, parfois terrifiante. Alors c'est vrai que les récits de voyage, qui étaient très nombreux à l'époque, vous disiez tout à l'heure qu'ils ont tendance à disparaître, les récits de voyage étaient truffés de cauchemars culinaires et de régals exotiques d'ailleurs, à base de sauterelles, d'éléphants, de chiens, d'ours, de singes, de pandas, de chats, de dauphins. Vous l'avez dit, vous avez fait la compilation. Il y a à peu près, on pouvait manger de tout. On mange de tout, et puis bon, c'est vrai que les voyageurs, lorsqu'ils reviennent, sont des voyageurs occidentaux, donc lorsqu'ils reviennent en Europe, adorent raconter ça et épouvanter un petit peu leur auditoire. C'est une façon, je pense, d'asseoir un peu leur pouvoir, leur légitimité, de faire frémir la ménagère. Vous l'avez remarqué, et encore aujourd'hui, quand aujourd'hui on revient, on dit qu'on a mangé du zèbre ou du kangourou, alors ça continue de faire un peu d'effet. Non seulement ça continue, mais là le mouvement s'est inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en plein Paris, vous pouvez manger, je donnerai pas d'adresse bien sûr, c'est pas une page de publicité, mais vous pouvez manger dans certains restaurants des animaux exotiques, aussi bien des animaux des pays chauds que aussi du renne dans les restaurants scandinaves. Donc tous ces mets exotiques aujourd'hui peuvent être commandés vous pourriez très bien donner les adresses, ça n'est pas illégal. Ça n'a rien d'illégal du moment que l'animal a été évidemment abattu et conservé selon les normes. Au fond, ce qui est amusant, c'est qu'il en est des usages alimentaires comme de tous les usages en général. Vérité de ce côté-ci des montagnes, erreur au-delà. Manger des escargots ou des cuisses de grenouille, nous les Français on trouve ça normal, mais ça effraie, ça épouvante les anglo-saxons. Et puis de même, nous on est épouvantés à l'idée de manger du chien, des sauterelles ou du chat. Oui, alors c'est vrai que sur les escargots et les cuisses de grenouille, même en France, ça devient... Parce que ces choses-là évoluent et évoluent même très vite. De la même façon qu'en Chine, manger du chien, ça se fait toujours, mais c'est moins bien porté qu'il y a 50 ou 60 ans. Et les escargots, vous trouvez que c'est moins bien porté aujourd'hui ? Il y a beaucoup de Français qui sont un petit peu rétifs à manger de l'escargot. Par contre, il est certain qu'une bonne cargolade mise sous le nez d'un Amérindien serait sans doute regardée avec beaucoup de curiosité. C'est quoi une cargolade ? C'est épouvantable, mais c'est très bon. J'ose à peine le dire. Ce sont des escargots que vous faites baver en leur mettant du gros sel dessus, puis vous passez ça au four. Et donc c'est la bave d'escargot qui durcit à la cuisson. Alors Alexandre Dumas, vous le citez à plusieurs reprises, un grand voyageur et une grande curiosité pour la cuisine. Alors le cas d'Alexandre Dumas est intéressant parce que c'est un des très rares grands voyageurs à être aussi un grand gastronome. C'est-à-dire que souvent un grand écrivain qui est d'ailleurs mort de l'écriture de son grand dictionnaire de cuisine parce que il faisait les plats, il les faisait avec une cuisinière, il les goûtait et à la fin de sa vie, il était dans un tel état de délabrement que le livre est sorti à titre posthume. On ne le sait pas assez, on présente toujours ce livre comme un livre gai. En fait, c'est son tombeau, le grand dictionnaire de cuisine. Simplement, Dumas, dans sa jeunesse, a beaucoup voyagé, en particulier en Méditerranée, dans le Caucase, et il a observé des choses, il a eu plein d'idées gustatives, certaines sont intéressantes, peuvent être tentées, d'autres sont vraiment baroques, et lorsqu'il est revenu en France et que longtemps plus tard il a commencé à écrire, il a eu l'idée géniale d'aller trouver le grand chef de son temps, Dugléré, l'homme de la sauce Dugléré. Alors, la sauce Dugléré, c'est banal avec le poisson, mais c'était un grand chef qui était vraiment au fourneau dans le restaurant que fréquentaient toutes les cocottes, toutes les favorites du Second Empire, et Dugléré est entré dans son jeu et a mis au point par exemple une recette de pied d'éléphant. Ou une recette d'ours, ce genre de choses à partir d'idées et d'ingrédients que lui soumettait Dumas. Il a véritablement rédigé des recettes
alors là, praticable théoriquement, avec le vocabulaire, les proportions, les temps de cuisson qu'on trouve dans les véritables recettes d'un véritable livre de cuisine. Le manchot et le phoque servent de viande fraîche en Antarctique et c'est une viande noire assez coriace qui n'a pas le goût du poisson. C'est tout de suite rassurant, effectivement. Très franchement, lorsque j'ai commencé ce travail, je pensais que les pires repas, je les trouverais dans les pays chauds où la chaleur corrompt assez vite les aliments. Et je m'étais complètement trompé. Les choses les plus épouvantables pour nous, encore une fois, pour nous Européens, c'est peut-être les recettes du Grand Nord, chez les Lapons, chez les Inuits, où là on mange. D'abord, on ne peut rien perdre. Donc par exemple, la soupe de poisson, elle est perpétuelle. Vous mâchez du poisson, ce que vous n'avalez pas, par exemple des arêtes, etc. Vous le recrachez dans la soupe. Et perpétuellement, cette soupe, elle est réalimentée de neige qu'on fait fondre et de poissons nouveaux. Donc c'est une soupe qui finit jamais, c'est très communautaire, d'un certain point de vue très sympathique et en même temps un tout petit peu rebutant. Même Paul-Émile Victor explique que bon, il a eu un petit peu du mal. Et puis il y a un degré encore supérieur, c'est le phoque idiwidzi. Le phoque idiwidzi, en fait, nous appellerions ça plus simplement une charogne, puisque c'est un phoque entier qu'on met pendant des mois sous des pierres. Alors il est vrai qu'il n'y a pas besoin de réfrigérateur dans le Grand Nord, il suffit que ça reste longtemps sous des pierres, ça se corrompt quand même, mais à petit feu, si j'ose dire. Et puis arrive le moment de fête où on traîne le phoque à l'intérieur de l'habitation et où on le dépaisse et où on le mange, j'allais dire cru, mais en fait il est cuit par sa propre macération et le froid. Et puis il y a un petit élément sympathique aussi, c'est que c'est un plat qu'on partage avec les chiens. À telle enseigne d'ailleurs que ce sont les chiens qui font la vaisselle. Et dites la vérité, Bruno Fulini, et toutes ces recettes que vous avez, enfin sont des recettes, tous ces plats que vous décrivez dans les gastronomes de l'extrême, lequel, dites, celui-là j'aimerais bien le goûter? Je suis assez tenté par par certaines recettes à base d'insectes et c'est amusant parce que alors les sauterelles dont Livingstone nous dit que les sauterelles femelles avec leurs œufs ont un goût analogue au caviar, donc c'est aussi une bonne occasion de faire des économies. Et puis il y a également en Amérique centrale une race particulière de fourmis. Ce sont des fourmis qui comportent dans leur groupe des fourmis réservoirs dont l'abdomen stocke du miel et donc ce sont véritablement des bonbons vivants que vous pouvez croquer comme ça et les Indiens d'Amérique centrale en sont fous. Oui, je me posais une question, puisqu'en fait vous vous basez sur des textes de grands auteurs, d'auteurs qui voyagent, mais ces auteurs-là aussi sont des auteurs de fiction, parfois ce sont des auteurs qui ont une imagination débordante, et peut-être qu'on en parlera avec Christophe Bourseillet, mais c'est vrai que Marco Polo, par exemple, on l'a soupçonné d'avoir inventé... d'avoir fait le tour que de sa chambre. Voilà, et jamais aller en Chine. Et il y a une anecdote dans votre livre qui est fantastique, c'est celle sur la beuverie de Cervoise à la Russe. Alors je ne sais pas s'il est correct de la dire ici à l'antenne, mais enfin... Tout est correct, enfin, ne vous inquiétez pas. Ce texte est absolument hilarant. En même temps, Marco Polo n'est pas allé dans cette partie de la Russie. C'est-à-dire que, quand bien même, mais Christophe va nous éclairer là-dessus, quand bien même il aurait fait la route qu'il dit avoir fait, il n'est pas passé aussi au nord en Russie. Il y a beaucoup, dans le devisement du monde, beaucoup de récits qui sont tirés de choses qu'on lui a racontées, qu'on lui a dites. Ça reste un écrivain voyageur et c'est pour cela que je le cite, mais avec évidemment toutes les réserves qui l'accompagnent. On peut imaginer que Marco Polo a effectivement fait les voyages qu'on lui prête, même si ensuite, effectivement, dans l'écriture de son livre, lorsqu'il l'a dicté en prison, alors qu'il était aux mains des Génois, peut-être qu'il a effectivement quelque peu enjolivé le récit. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il a probablement, effectivement, été en Chine. Il y a quelques lignes qui plaident en faveur de la vérité des voyages de Marco Polo. C'est le moment où il décrit la noix de coco. A priori, c'est le premier récit d'un occidental sur la noix de coco et le lait de coco. Et là, il y a un moment de grâce. Il est émerveillé, parce qu'il n'y a pas que des horreurs dans mon livre. Il est émerveillé par le goût délicieux de ce lait de coco. Et en le lisant, on a l'impression que ça frémit comme du vrai. Donc il serait quand même sorti de sa chambre. Marco Polo. Ça, c'est une thèse que j'avance, c'est qu'il n'est pas sorti de la chambre. Donc ça, nous en parlerons. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous l'imaginez bien. La chair humaine, c'est Louis Bousnard au cours d'un voyage en Australie. Et alors là, j'y ai pas cru du tout. Alors là, je partage l'avis de Jessica Nelson. Outre le fait que moi, je crois pas souvent aux cannibales. Je me suis toujours demandé si c'était pas une invention des Européens. Mais là, en l'occurrence, je n'y crois pas une seconde. Y avez-vous cru,
réagissez-vous à cette description de cannibalisme par les aborigènes australiens qui se jettent comme ça? Il faut expliquer de quoi il s'agit. C'est raconté dans le journal des voyages, ce journal qui était censé faire rêver les petits Français, mais qui des fois les effrayait peut-être un peu et les dissuadait peut-être d'aller au loin. Et dans le journal des voyages, Louis Bousnard, qui est un voyageur mais aussi un romancier, raconte comment des scientifiques qui sont partis en Australie pour créer un embryon de faculté de médecine font naufrage. Et donc ils se retrouvent sur la plage avec leur caisse d'échantillons, et quand les indigènes arrivent, au lieu de les boulotter eux, ils découvrent dans les caisses des mets beaucoup mieux préparés, y compris des choses conservées dans de l'eau de vie. Donc là il y a en plus à boire, et il y a une scène absolument dantesque, sans mauvais jeu de mots, c'est un morceau de bravoure, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce texte. Il faut savoir qu'en matière d'anthropophagie, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est d'un point de vue gastronomique tout à fait nul. C'est-à-dire que la plupart, et ils sont très nombreux, la plupart des textes où il est question d'anthropophagie, on ne nous décrit que des grillades. Et d'ailleurs, lorsque nous faisons un barbecue, il faut bien savoir que le mot barbecue dérive directement du mot barbacoas, qui décrivait chez les Caraïbes ce mode de cuisson pour les membres des ennemis dépecés. Donc en fait, il y a très peu de recettes élaborées en matière d'anthropophagie, et finalement je n'en ai trouvé que 3. Une chez Marco Polo, parce qu'il s'agit de patrophagie, donc on mange ses parents malades, c'est quand même pas banal. Celle de Louis Bousnard qui est zinzin, et puis aussi une boisson cannibale, ce qui est assez inattendu. C'est un Français, un Nantais qui s'était établi aux Philippines, qui avait mené une bataille victorieuse avec une tribu, et qui n'avait pas compris que le soir on allait trinquer à la victoire, mais qu'allait-on boire? Une sorte de rhum dans lequel on aurait pilé la cervelle des ennemis vaincus. Bernard Georges, vous qui avez beaucoup voyagé pour vos documentaires, vous avez été un gastronome de l'extrême. Qu'est-ce que vous avez mangé de plus extrémiste? Moi, je pense que je suis un gastronome de l'extrême, et pourtant je vais pas loin pour ça. Je mange du taureau de combat, par exemple. Ah bon, c'est délicieux. C'est délicieux. Ça, c'est très très bon. C'est un rose vif de taureau. Voilà. Donc, d'une certaine manière, les rognons blancs. Enfin, moi, je vais aux arènes. Autant on peut reprocher de tuer le taureau aux arènes, mais pas de le manger. Ça, moi, je trouve que c'est naturel de manger le taureau que je suis allé voir combattre aux arènes. Et vous, Christophe Bourseillet? Moi, j'ai mangé beaucoup de choses très étranges. J'ai mangé quelques insectes, j'ai mangé pas mal de petites choses comme ça, un peu étranges. Mais en vous écoutant, je pensais, alors c'est pas tout à fait manger, mais c'est ingéré aussi, à Keith Richards qui avait sniffé les cendres de son père. Je trouve que c'est assez beau aussi. C'est une autre façon de rendre hommage aux défunts. Jessica Nelson, qu'est-ce que c'est de manger de plus terrible? Souvenir terrible de sauterelles grillées qu'on prétendait faire passer pour de la sardinade ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un très mauvais souvenir. Gabriel Aguillon? Moi, malheureusement, je suis vraiment déçu, mais je suis très conventionnel dans mes goûts. Et vous, Bruno Fuligny, alors quand vous ne racontez pas ça, est-ce que vous avez mangé vous-même des choses terribles? Non, mais je tiens bien à préciser que c'est un livre qui est fait pour rêver. C'est pas un livre à vocation pratique, et je n'exhorte pas les lecteurs à aller abattre des éléphants pour en faire cuire les pieds pendant 12 heures. Il s'agit plus d'aller sur les traces de gens qui ont vraiment découvert des terres nouvelles. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous lisez les mémoires d'un homme politique ou d'un diplomate, il est très peu question de ce qu'on mange. Alors que si vous lisez les mémoires d'un voyageur, la question alimentaire, elle est vitale. Et donc vous avez des pages et des pages de repas, et parfois même de recettes. Et c'est celle-là que j'ai voulu rassembler. Les gastronomes de l'extrême, du potage de hanneton au rôti de baleineau, les repas des grands voyageurs racontés par eux-mêmes. C'est aux éditions du Trésor, et c'est signé Bruno Fuligny. Europe 1 Social Club. 20h, 22h. Frédéric Tadei.